Soyez le bienvenu à vous fidèles téléspectateurs de la RTVH. Vous êtes là dans votre émission Au Crible. Ici, on parle de sujets très sensibles, le sujet qui concerne la nation, on en parle. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est déjà affiché. Quoi faire pour relever les défis de l'enseignement en République démocratique du Congo? Pour ces sujets, nous avons fait l'effort d'aller chercher les acteurs dans les secteurs pour analyser ce soir. Nous avons le professeur Sissi Kayan Robert, docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en communication institutionnelle, master en management et en coopération internationale. Il a plusieurs titres, nous allons le présenter et puis en parler tout au long de cette émission. Professeur, soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation. Voilà, professeur, avec vous, nous allons essayer un peu de décrypter, essayer un peu de parler dans votre secteur de l'enseignement. Mais la toute première question concernant notre sujet, que pensez-vous de notre système éducatif? Donc, un système bon ou mauvais? Bien, la question est très difficile. La réponse est cependant simple, dans ce sens qu'elle ne sera pas tranchante. Je crois qu'il faut adopter le système de la pensée nuancée pendant cette émission, parce qu'en réalité, on ne peut pas trancher, dire c'est bon ou c'est mauvais. En toute chose, il y a l'aspect positif, mais il y a aussi l'aspect négatif. Tout de même, l'écho de notre enseignement et aussi de l'effort que nous voyons se déployer de la part de tous les responsables, il y a lieu de dire qu'il y a des problèmes. Au lieu de parler du bien ou du mal, je préfère parler justement, comme l'indique votre titre, des défis. Okay. C'est un enseignement vraiment qui a devant soi beaucoup de défis à relever. Voilà, devant soi, beaucoup de défis à relever. Mais professeur, quels sont le vrai défi en question à relever? Car l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. L'avenir d'un pays, c'est cette jeunesse qui va représenter ce pays demain. Mais la jeunesse en question, c'est la jeunesse que vous êtes en train d'enseigner. Quels sont les vrais défis alors? Évidemment, les défis sont multiples. Je commencerai d'abord par la mission même de l'éducation ou de l'enseignement. Éduquer signifie en fait instruire, mais ça signifie aussi conduire dehors. Ça signifie en fait faire éclore. Ceci indique en effet les deux sens de ces mots, et ce serait même les deux méthodologies de l'approche de ce qu'on appelle l'éducation ou l'enseignement. Vous voyez, on peut parler de l'éducation comme instruction, c'est-à-dire transmettre un ensemble de contenus, transmettre un bagage intellectuel à un enfant. J'appelle ça la métaphore de l'entonnoir. J'ai un contenu et je vous le verse. Par ailleurs, il y a aussi, et c'est surtout la tendance actuelle, lieu de définir l'éducation ou l'instruction comme une manière d'amener l'enfant à prendre conscience de ses potentialités, le mettre en relation avec le contexte, avec l'environnement et favoriser la créativité. C'est en fait ce que nous appelons le triple processus que j'enseigne à l'animation socio-culturelle, c'est-à-dire les dévoilements, aider l'enfant à prendre conscience de soi-même, mais surtout de découvrir ses capacités et le mettre en relation pour qu'il retrouve son espace, son rôle dans la société, ensemble avec les autres, et puis qu'il apprenne à s'exercer, c'est-à-dire à être créatif. Cette seconde métaphore, je l'appellerai la métaphore de la clé. Donc, d'une part, il y a l'instruction, l'enseignement comme entonnoir. De l'autre côté, il y a donner à l'enfant la clé de l'accès à la vie. L'aider
à se connaître, à se découvrir mieux pour mieux agir et mieux interagir. Alors, par rapport à ça, je dirais, les défis sont vraiment multiples. C'est-à-dire des défis d'ordre organisationnel, les défis d'ordre structurel, les défis d'ordre infrastructurel, les défis d'ordre anthropologique, c'est-à-dire une question d'homme, les défis d'ordre méthodologique, vraiment dans tous les champs. Nous parlons des défis justement parce que nous voulons reconnaître qu'il y a quelque chose de bon, sûrement, mais il y a aussi beaucoup à faire. Il y a du chemin à parcourir. Il y a du chemin à parcourir. Et alors, les étudiants, vos apprenants aujourd'hui, pensez-vous que les conditions qui sont en train d'être enseignées ne le permet pas d'être quand même les excellents, d'être en concurrence avec d'autres étudiants d'ailleurs? Vous avez vraiment raison. D'ailleurs, aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle l'époque de la compétition, je dirais même mieux, de la compétitivité de la matière grise. Okay. Aujourd'hui, la guerre, aujourd'hui, le combat, aujourd'hui, la compétition, c'est au niveau de la tête. Vous voyez, les grandes organisations, et surtout en cette époque de la numérisation, vont à la recherche des têtes, des personnes intelligentes. Et c'est sur ce terrain-là que nous devons nous mesurer. Okay. Et il faut reconnaître très honnêtement que la plupart de notre fruit, c'est-à-dire les étudiants que nous formons, ne sont pas compétitifs. Il y a bien des éléments très remarquables, il y a des jeunes gens très intelligents, mais quand vous les mettez sur un plateau, sur une balance de comparaison, surtout évidemment avec des étudiants du contexte occidental, nous sortons un peu avec un, je ne dirais pas léger, mais un désavantage. Il suffit de demander à ceux qui vont étudier ailleurs, ceux qui sortent de nos écoles et qui vont entamer des études en Occident, ils ont beaucoup de difficultés et ils le reconnaissent. D'ailleurs, nos universités ici, il y a d'autres universités qui ne remplissent même pas les normes. Mais, vous allez voir 2, 3, 4 locaux, c'est une université. Est-ce que cela peut poser un problème à la qualité de l'enseignement? Évidemment, évidemment. Il y a ce qu'on appelle, ce que j'appellerais la prolifération des universités ici chez nous. Vous imaginez que nous avons une affaire de 600 universités ou institutions universitaires. Universités, instituts supérieurs. Est-ce que c'est normal pour les Congo? Parce que les autres pensent que nous avons un pays à la dimension d'un continent. Évidemment, l'instruction ou l'éducation, c'est la clé du développement. Okay. Ça, c'est une vérité de fond et on ne discute pas. Mais il faut voir dans quelles conditions et de quelle manière ces enseignements-là sont organisés. C'est bien qu'il y ait beaucoup d'écoles, mais si les écoles fonctionnent comme il se doit, ça va, on applaudit. Malheureusement, le constat ne nous confirme pas ça. Malheureusement. Vous trouvez dans des recoins de notre pays des instituts supérieurs, des universités, sans professeurs, mais sans infrastructure. Ils ne savent même pas ce que c'est un ordinateur, par exemple. Donc, je crois que en nous comparant avec beaucoup d'autres pays africains, vous verrez que nous avons trop d'institutions universitaires et je crois que ça fait étioler, ça diminue en quelque sorte la qualité. On a libéralisé les secteurs. Est-ce que c'est mauvais parce que le besoin est énorme? Voilà pourquoi l'État s'est dit, je n'ai pas assez de moyens. Alors celui qui a ses moyens, un privé, peut quand même nous aider l'État. Il y a un concept important, je l'emprunte au management, c'est le concept de la proactivité. Ça consiste en ceci. Maintenir la qualité en augmentant la quantité. Parce que la tendance générale, et malheureusement c'est ça le constat, quand on augmente en quantité, la qualité diminue. Et je crois que c'est ça la situation. Il y a tellement d'universités que la qualité en souffre. Alors,
la multiplicité des universités dans la ville-province de Kinshasa, un peu partout en République démocratique du Congo, mais la valeur de ces diplômes-là, c'est la même valeur avec le diplôme que vous donnez les étudiants à l'UPN, à l'UNIKIN, la même valeur? Évidemment, la valeur pourrait être la même, je peux dire, parce que l'enseignement est quand même réglementé par l'État. Les diplômes que l'État donne à tous les étudiants congolais, ces diplômes-là ont la même valeur. Mais le problème, c'est lorsque vous amenez ce diplôme-là à l'échiquier international, c'est là vraiment que ça pose problème, et des sérieux problèmes. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas été admis. Parce que quand vous arrivez à l'étranger, la première chose, c'est être soumis à un test. Et là, je crois que les nôtres souffrent, peinent vraiment à réussir à tous ces tests-là. Donc, les diplômes vaut sûrement, mais on le regarde un peu avec beaucoup de méfiance. Alors, pourquoi vous, les professeurs, vous continuez d'enseigner dans ces conditions-là? Ce n'est pas une manière de tuer le pays, parce que vous pouvez réfléchir à haute voix, dire on ne peut pas enseigner parce que nous tuons la jeunesse, nous tuons le pays, mais vous enseignez au profit de quelques billets verts. Évidemment, la solution ne serait pas d'abandonner. La solution, c'est de bien faire son travail. C'est pourquoi nous parlons justement des défis. Et je crois que tout le monde en est conscient. On est en train de parler des réformes, on est en train de parler de plusieurs initiatives dans le sens d'améliorer les conditions de l'enseignement, les conditions de l'enseignant, les conditions de l'enseignement. Donc c'est très important vraiment de comprendre qu'il s'agit là de la clé pour démarrer, pour développer ce pays. Et d'ailleurs, quand vous voulez fragiliser un pays, attaquez-vous à son système éducatif. Je ne sais pas s'il faut accuser quelqu'un d'avoir intentionnellement amené notre pays à ce niveau aussi. Mais la vérité est que les choses sont à revoir. Ça, tout le monde est conscient. Lorsque vous parlez que les choses sont à revoir, vous voulez dire quoi? Soyez clair. Alors, disons à tous les niveaux. Il faut reconnaître que notre enseignement a parcouru du chemin et arrivé à un certain niveau, a régressé, et puis maintenant, on s'efforce de repartir. Quand vous commencez avec l'État indépendant du Congo, l'objectif que s'était assigné l'enseignement, c'est... En 1960. Même bien avant. Avant même. Oui. Bon, si nous pouvons partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'évolution ou il y a la régression? Parce qu'on sait à une certaine époque, il y avait même les étrangers qui venaient ici, dans nos universités, venir apprendre. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous voyez que tout est à mettre, à circonscrire dans le contexte même de l'évolution du pays. De la même manière que beaucoup de domaines sont allés petit à petit, disons, en faillite, de cette même manière, l'enseignement a subi le coup de ce mouvement, le coup de cette régression. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. Je dirais d'abord l'infrastructure, les infrastructures. Dans quelles conditions les étudiants étudient? On est en train de voir là, on montre les images, une salle vraiment pleine. Pensez-vous que dans ces conditions ici, l'enfant peut comprendre bien la matière? Évidemment non. Évidemment non. Ça, vous êtes en train de parler de Kinshasa, vous êtes en train de parler de l'UPN, de l'UNIKIN. Okay. Mais allez-y plus loin, vous verrez qu'est-ce qu'on appelle auditoire. Vous verrez qu'est-ce qu'on appelle tableau, vous verrez qu'est-ce qu'on appelle écritoire ou banc. Donc, la première chose, d'abord, les infrastructures. Je ne suis pas en train de citer dans l'ordre de l'importance. Non. Donc, les infrastructures. Donner les outils de travail. Je vous ai parlé avant de la compétition de la matière grise. Nous vivons une époque de la numérisation. Vous comprenez, comme je disais avant, il y a des points où on ne sait même pas ce que c'est un ordinateur. Et pourtant, l'étudiant, aujourd'hui, est soumis à la recherche. Et l'Internet... L'ordinateur, c'est un instrument indispensable à la recherche. Donc, en parlant des infrastructures,
voyons un peu la bibliothèque, les laboratoires. Nous avons un grand déficit dans ces domaines. Et puis, parlons même de l'enseignement. Les programmes d'enseignement, oui, la plupart sont une copie. Faut le dire, ce sont des copies des programmes d'ailleurs. Or, l'enseignement doit quand même répondre à un objectif, je dirais, contextualisé. Aux besoins réels du pays. Apparemment, c'est comme si notre enseignement est adapté aux besoins d'ailleurs que notre besoin ici. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple qui m'a fait rire. Quand j'ai vu quelque part qu'on s'est partagé sur WhatsApp la liste des aliments selon les besoins, les nécessités du corps, de l'organisme. Et en parcourant cette liste, j'ai vu qu'il n'y avait aucune nourriture de celle que nous mangeons ici. C'était la nourriture de l'Occident. Alors je me suis dit, comment un enseignant, comment quelqu'un, un chercheur peut partager un élément comme ça en sachant que ce fruit-là, en sachant que ces légumes-là, ou cette viande-là, ici, le peuple, disons la population, ne consomme pas. Donc, il y a lieu de contexte. Ça, c'est un exemple un peu banal. Mais c'est pour dire qu'il faut contextualiser notre enseignement. C'est très important. Le second aspect, c'est l'aspect, disons, des étudiants même. Donc, je parle d'abord des infrastructures. Deuxièmement, voyons les étudiants eux-mêmes. Ici, je voudrais parler de la conscience et de l'engagement. C'est deux choses. Voilà. C'est-à-dire, les étudiants que nous avons, les étudiants auxquels nous avons affaire, ne font pas preuve vraiment d'engagement. Vous êtes sûr, professeur? Nous les voyons. Nous avons les auditoires, les universités remplies de gens, c'est déjà une preuve de volonté. Nous avons des gens qui veulent apprendre. Il faut voir comment ils participent, comment ils s'engagent, comment ils étudient. Il manque vraiment l'engagement. Il manque l'assiduité. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent réussir par des moyens malhonnêtes, par la corruption. Vous voyez? Donc, du point de vue de l'étudiant, je dirais il manque la conscience, il manque l'engagement, il manque cette assiduité-là aux études, à prendre au sérieux le rôle, parce qu'il compte sur les moyens faciles. Et à ce propos, j'ai toujours proposé, pas proposé, disons, je pense franchement qu'on doit supprimer les systèmes de délibération, que je ne trouve pas ailleurs. Parce qu'un système qui favorise la paresse. Vous ne voyez pas il y a des gens qui travaillent pour avoir juste la tangente, comme ça, on délibère, il passe. Mais non, vous proposez quoi à la place de la délibération? Non, alors, quand quelqu'un a réussi, il a réussi. Quand il n'a pas réussi, il doit reprendre l'examen autant de fois jusqu'à ce qu'il va comprendre ce cours-là. Professeur, là, vous n'êtes pas trop méchant parce que l'étudiant congolais, vous connaissez très bien les conditions. D'abord, que les parents trouvent l'argent pour envoyer leurs enfants aux universités. Et lorsque vous voulez que l'enfant puisse répondre plusieurs fois, c'est parce que l'université a besoin d'argent ou soit c'est parce que vous voulez former la personne? Évidemment, je ne parle pas de la reprise de la classe. J'ai dit reprendre le cours. Je me mets un peu dans l'optique de l'enseignement comme c'est organisé ailleurs. Ce n'est pas en classe. On sait que pour tel cycle, il y a autant de cours. Par exemple, il y a 15 cours pour les gradués. Alors, vous choisissez vos cours par an, non? Donc, ce n'est pas un problème de première, deuxième, troisième. C'est un cycle de 3 ans. Quand vous avez épuisé tous les examens, vous pouvez alors présenter votre mémoire. Pour autant que vous n'avez jamais fini les 15 examens prévus, vous ne pouvez pas présenter votre mémoire et vous ne pouvez pas donc finir le cycle. Donc, dans cette logique-là, quand vous n'avez pas réussi à un cours, vous allez toujours le faire jusqu'à ce que vous puissiez vraiment compléter. Mais vous pouvez passer la classe, mais vous restez avec un vide. On ne réfléchit pas en termes de classe, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, vous avez pour le graduat, par exemple, 15 cours. 15 cours, ok. Vous dites, cette année, j'ai fait ça. L'année prochaine, tel. Vous vous inscrivez au cours, vous vous inscrivez aux examens. Donc, c'est un système qui fait que l'étudiant, disons, pour autant qu'il n'a pas réussi au cours, il ne passe pas. Disons que
il n'est pas libéré. Il n'est pas libéré. Nous disons délibéré, mais il n'est pas libéré. Il est toujours lié à l'université jusqu'à ce qu'il réussisse. Vous avez parlé d'un système qui a pris les pieds ces derniers temps dans les universités, le point sexuellement transmissible. On en parle. Vous avez aussi parlé de la corruption. Est-ce que ce n'est pas vous, le professeur, vous avez instauré ces systèmes pour gagner au moins quelque chose? Parce que moi, je connais des professeurs, j'étais à l'université. Avant de passer à mon cours, il faut acheter les syllabus. Même si vous n'avez pas participé, si vous avez acheté les syllabus, vous avez le code ou un numéro là, carrément vous passez. Moi, je veux que c'est là. J'en arrive. Je voulais rappeler un peu que je suis en train de parler des différents domaines des défis. J'ai parlé des infrastructures, des outils de travail. J'ai parlé de la conscience, de l'engagement des étudiants. Et puis là, nous avons cité des exemples de leurs faiblesses, justement. Et puis, nous en arrivons aussi à parler des professeurs. Là aussi, et je dirais que le défi est grand. Il faut reconnaître que nous avons vraiment des très grands professeurs, des éminents professeurs. Et le personnel ne manque pas. Vous êtes sûr? C'est sûr. Il y a plusieurs qui n'écrivent plus, Non, j'ai dit les éminents professeurs ne manquent pas. Évidemment, tous ne sont pas pareils, comme dans toutes les sociétés, même en Europe, même en Amérique, c'est pas tout professeur qui a, disons, la même réputation. Il y a un professeur qui m'avait dit, il y a les professeurs congolais qui ne sont plus en actualité. Leur connaissance n'est plus actualisée. J'en arrive. Ça pose un problème. J'en arrive. Bon, en parlant des professeurs, je voudrais vous dire ceci. 4 verbes traduiraient mieux le travail, l'identité, la mission du professeur. D'abord, être. Être. Il s'agit d'une identité à défendre. Et derrière cette identité, il y a une mission. Derrière cette mission, il y a une dignité. Deuxième verbe, c'est le savoir. Posséder des contenus scientifiques, chacun dans son domaine. Les savants encyclopédiques et pas morts, évidemment, comme on dit. Le troisième verbe, c'est le savoir-faire. Et ça, c'est un grand défi pour l'instruction, l'éducation aujourd'hui. Le savoir-faire. Comment apprendre à bien transmettre son message, à transmettre ses connaissances, mais aussi le savoir-faire en général. Et ici, je voudrais lier un mot, le bon sens. Et le 4e verbe, c'est savoir-être avec. Le réseau des relations, la composition, son rôle dans la société. Je trouve que par rapport à ces 4 domaines, nous, professeurs, nous avons aussi à améliorer. Qu'il y ait des professeurs qui se font corrompre, ça ne peut qu'être dommage, mais je crois que je pense, c'est vraiment une minorité s'il y en a. Si vous avez des cas, je ne veux pas discuter, mais c'est vraiment et simplement dommage. La vérité est que les étudiants parfois tentent, mais je ne sais pas s'ils trouvent vraiment des professeurs perméables à ces pratiques. D'autre part, par ailleurs, plutôt, les professeurs doivent aussi se mettre à jour. Ça, c'est important, c'est votre question. Et cet aspect fait défaut, non pas par la faute des professeurs, mais du contexte même. L'État doit mettre à la disposition des professeurs les moyens, justement, de se remettre à niveau, de se mettre à jour. Ceux qui le font, la plupart le font par leurs moyens. Et malheureusement, tous n'ont pas les mêmes moyens. Nous n'avons pas assez de bibliothèques, nous n'avons pas assez d'instruments de recherche. Mais surtout, nous n'avons pas assez d'argent destiné à la recherche. On pense qu'un professeur, c'est celui qui tient la craie et qui enseigne. Le professeur, bien au-delà de l'enseignement debout, il doit dédier la plupart de son temps à la recherche. Je dirais même 60% de son travail, c'est lire, écrire et réfléchir. Est-ce que ce n'est pas le cas des Jeux Congo avec tous les professeurs que nous avons? Vous sentez que les professeurs ne font pas suffisamment leur recherche pour proposer à la nation la nouvelle matière, parce que
les choses semblent bloquées dans plusieurs secteurs. Vous êtes la crème, vous pouvez proposer dans tous les secteurs pour qu'il y ait la solution. Mais je vous dis que peut-être vous ne savez pas ce que vos professeurs produisent. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes un peuple qui... Mais les résultats, on ne voit pas comment on sera que... Nous sommes un peuple qui ne lit pas. Je vous ai dit que le travail du professeur, c'est quoi? C'est lire, réfléchir, écrire, donc produire, non? Mais ces réflexions-là sont publiées dans des livres, dans des revues. Il faut les lire. Il faut savoir quoi trouver, non? Alors, les gens ne lisent pas. Il y a beaucoup de professeurs qui ont donné de très grandes contributions au niveau de la science en général. Ceci, quand même, n'exclut pas le fait que un peu de paresse de notre côté, il y en a aussi, il y a aussi un peu de paresse, comme pour tout métier. Mais nous devons, je crois, humblement, donner la plus grosse responsabilité à l'État. Si l'État met les moyens et que nous, professeurs, nous ne produisons pas, nous ne cherchons pas, nous ne travaillons pas, alors vous pouvez nous condamner. Mais pour autant que je dois me débrouiller, pour autant que je dois chercher à ma manière pour faire des recherches, ça ne va pas. Voilà, merci. Sur ce plateau, je rappelle, je suis avec le professeur Sissi Kayan Robert. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en communication institutionnelle. Il a plusieurs diplômes. On est en train d'analyser, de parler d'un sujet important. Quoi faire pour élever le défi de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il y a certains analystes avérés qui pensent que nous avons des professeurs avec une tête bien pleine qu'une tête bien faite. Est-ce que c'est le cas aussi? Je ne voudrais surtout pas glisser dans le jugement. Je vous ai dit tout à l'heure que pour nous, c'est d'abord une question d'être, une question de savoir, une question de savoir-faire et une question de savoir-être avec. Je crois que votre question pratiquement à la réponse en ce que j'avais déjà expliqué. Donc, une tête bien faite, ça c'est évidemment ce que nous souhaitons. Parce qu'il s'agit d'une identité à défendre. C'est comme ça que François Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est vraiment important que le professeur se rende compte de son rôle dans la société, de sa mission, et qu'il s'assume en tant que tel. C'est comme ça que le peuple, la population reste un peu scandalisée si moi, comme professeur, je m'exhibe en faux, que je fais ce qu'un professeur ne devrait pas faire. Ma moralité, mon honnêteté, ma probité, ma loyauté, ainsi de suite. La population attend beaucoup de nous. Nous sommes, je dirais, la lampe. Nous sommes la lumière. Nous sommes une sorte de guide pour éclairer la population, pour éclairer pas seulement les étudiants, mais vraiment pour aider la marche du pays. En ceci que nous sommes surtout experts dans la plupart des domaines et que nous pouvons non seulement donner des idées, mais vraiment être modèles, donner des exemples. Vous êtes les formateurs de tête, vous êtes en train de donner à la nation le produit qui peuvent prendre le relève demain. Est-ce que, professeur Sissi Kayan, est-ce que nous avons un problème de capital humain ici au Congo? Non, vraiment, je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Vous savez, ici aussi, je voudrais emprunter un peu au management. Personne n'est né excellent. On part toujours d'un don naturel, on part de quelques talents naturels, mais il faut l'étude, il faut l'assiduité dans l'apprentissage, mais il faut surtout l'engagement. Il y a bien des personnes intelligentes. Et même parmi les professeurs, je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de professeurs vraiment savants. Mais le problème, c'est savoir capitaliser, c'est savoir exploiter, c'est savoir mettre à profit tous ces talents. Il y a des talents qui s'éteignent, des talents qui se perdent. Même parmi les étudiants, je vous ai dit dès le début que l'éducation signifie
conduire dehors, c'est faire émerger, faire éclore, c'est aider à cibler, disons, à faire reconnaître les talents, les potentialités et les mettre en pratique. Là, parfois, nous ne sommes pas attentifs à le faire. Et ici aussi, je voudrais dire, notre État ne nous aide pas. Il y a beaucoup de talents qui s'étouffent. Tout comme il y a beaucoup de professeurs qui peuvent donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes, ils n'en ont pas la possibilité. Le personnel ne manque pas. Il y a beaucoup d'hommes intelligents, il y a beaucoup de femmes intelligentes dans ces pays. Voilà, là je me rappelle en jeu 1 avec mon professeur Kambaï Boacha et le docteur Mata, quand Kambaï Boacha nous disait un peuple sans repère perd le repère. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on nous parler que nous avons des repères dans votre milieu? Mais évidemment, au niveau global, peut-être c'est difficile. D'ailleurs, on conseille que chacun de nous ait des repères. Et c'est ça alors un des défis, comme nous sommes en train de parler des défis. L'un des défis est que le professeur soit vraiment un repère, un point de référence. Un point de référence. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que le contraire fait mal. Le contraire vraiment fait mal. Okay. Voilà. La méritocratie encore aujourd'hui dans votre milieu, peut-on parler que ça existe encore? Parce qu'aujourd'hui, tout, ça s'achète, hein, même l'assistanat. Aujourd'hui, ça s'achète. Je suis journaliste, j'ai amené les enquêtes sur ça, je connais de quoi je parle. Même l'assistanat aujourd'hui, ça s'achète. Il y a le mouton noir dans votre milieu. Vous voyez un assistant qui est en train d'enseigner, il ne maîtrise même pas ce qu'il est en train d'enseigner. Donc, vous donnez du poison aux étudiants. Je voudrais vous faire confiance et je voudrais aussi penser vraiment que votre enquête était sérieuse et solide. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je voudrais croire en ce que vous me dites, mais ce serait simplement dommage si ça se passe comme ça. Et normalement, il faut l'homme qu'il faut, comme on dit, à la place qu'il faut. Oui. Mais ce n'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de dynamisme à l'intérieur de notre système éducatif, de l'enseignement supérieur. Il y a la politique qui influe très souvent, mais qu'à cela ne tienne, je crois que on devrait adopter la loi selon laquelle les responsables académiques seront désormais élus. Je crois que ces élections devront se baser sur la méritocratie. Je crois, honnêtement. Si on me demande d'élire, on me demande de dire qui est capable d'assumer telle fonction. Et je pense que si chaque professeur est devant sa conscience, est conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire, nous avons dit tout à l'heure, d'être un repère, d'être un indicateur des valeurs, je crois que c'est évident qu'il mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, professeur Sikaen, est-ce que nous avons besoin des spécialistes aujourd'hui? Le Congo a besoin des spécialistes ou le Congo a besoin des généralistes? Mais évidemment, tout le monde est important. Tout le monde est important. C'est très, 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 très nécessaire qu'il y ait des experts. Nous avons affaire à un monde globalisé, avec cette fameuse mondialisation. Et là, on ne blague pas. C'est un problème d'expertise. Donc, les spécialistes sont importants et même indispensables. Parce qu'aujourd'hui, on joue au professionnalisme. Ce n'est plus l'essai à gauche ou à droite. Il faut mettre des gens bien préparés, des experts. Au moins comme conseillers. À la pratique, dans la pratique, évidemment, tout le monde peut s'exhiber dans la manière de faire ceci ou cela. Mais au moins, le cadre doit être tracé par des experts. Parce que le monde tel qu'il avance, le monde comme il est organisé aujourd'hui, requiert vraiment beaucoup de préparation. Je répète et j'insiste, nous vivons une époque de la compétition de la matière grise. C'est important qu'il y ait des spécialistes. C'est important qu'il y ait des spécialistes. Est-ce que l'État qui doit avoir une politique dans votre milieu, une politique de l'enseignement, une politique d'encadrement, est-ce que l'État fait réellement son rôle? Si oui ou sinon,
quels sont les axes prioritaires que l'État peut mettre sur place pour relever la pente? Évidemment, nous l'avons déjà dit, c'est facile pour nous d'accuser trop l'État, mais je dirais comme ceci en synthèse, que chacun de nous fasse bien ce qu'il doit faire. Que chacun prenne conscience de ses responsabilités et se mette vraiment au travail, c'est-à-dire corrige ce qu'il sait que c'est une déviation, que ce n'est pas en règle. Qu'est-ce que l'État doit faire? Évidemment, la première chose, c'est revoir l'aspect de ce qu'on appelle la motivation. Il faut motiver le personnel. Et l'un des éléments de la motivation, c'est le salaire. Vous voyez que... Mais on vous paye déjà 1600 $. Je ne veux pas ici... 1600, c'est beaucoup. Je ne veux contrairement à un enseignant de l'humanité. 600, ce n'est pas 1600. Mais ce que je veux, je ne dis pas aujourd'hui augmenter le salaire des professeurs et laisser intact le salaire de l'enseignant de l'école primaire. C'est pas ça. C'est le vécu, c'est le social de tout Congolais qui devrait changer. Mais je dis ceci. Pour corriger le mal, il ne faut pas s'attaquer aux symptômes. Il faut aller à la cause. Vous avez parlé de la corruption. Vous avez parlé des antivaleurs. Je crois que l'une des solutions à ce problème, c'est lorsqu'on est bien rétribué. Mais ceci ne concerne pas seulement l'enseignement, tous les secteurs de la vie. Quand un travailleur est bien rétribué, il est bien payé, il n'y a pas de raison d'aller chercher la corruption. Vous voyez ici au Congo, plusieurs fois on vous dira, non, Bafouta Kaye bien té, mais Azan a profit. Donc là, ça signifie quoi? Il gagne peu, mais il a beaucoup de possibilités pour voler. C'est ça le mot, possibilité pour voler. L'État, en corrigeant cet aspect, c'est-à-dire en motivant de plus en plus l'enseignant, donnera beaucoup plus d'élan à la réforme, je peux dire, donnera beaucoup plus d'élan à l'amélioration du système éducatif. Il faudra vraiment, selon moi, que on fasse tomber, qu'on laisse tomber ce système de contribution des parents ou des étudiants au salaire des professeurs, au salaire des enseignants. C'est un système vraiment qui nous sacrifie, qui sacrifie même notre dignité, que nous devons nous mettre à négocier avec les étudiants, que nous devons faire des grèves parce que les étudiants ne nous ont pas payés. Que l'État prenne ses responsabilités pour payer les professeurs. Mais ce que l'État vous propose, vous refusez, professeur. Un instant. Voilà, si l'État autorise que le parent donne un supplément ou un complément de salaire, parce que l'État reconnaît que ce qu'il donne ne suffit pas. Autrement, il ne devait pas accepter que le parent paye. Donc, qu'il s'assume, qu'il prenne en charge à 100% la rétribution, le salaire des professeurs. Comme ça, nous cessons de quereller avec les parents, avec les étudiants. J'étais avec le professeur Ekompoko, il m'a dit que l'État n'arrive même pas à respecter ses engagements, lui qui est le président de la corporation APIPEN, qui vous défend, vous les professeurs. Il dit l'État n'arrive même pas à répondre aux besoins des professeurs. Toutes les recommandations sont piétinées par l'État. Les professeurs n'est pas valorisés, on ne les paye pas bien. Mais c'est ce qui fait que l'université propose plus et ça crée des tensions presque dans toutes les universités. À l'UNIKI, vous êtes sans ignorer qu'on avait suspendu les activités. Est-ce que vous voyez que tout ça, vous ne favorisez pas l'étudiant congolais d'être à la page? Mais c'est exactement, vous me donnez raison. Je trouve justement que l'État doit simplement bien faire son travail. Et pas seulement l'État, quand ça me concerne, que j'essaie aussi de bien faire mon travail. Et pas seulement les professeurs, que l'étudiant aussi se mette bien dans sa casaque d'étudiant et qu'il fasse bien son travail. Donc, la balle est dans le camp de chacun de nous. Chacun de nous doit s'assumer complètement, être conscient de son rôle et bien répondre à sa mission. Professeur, vous avez étudié en Italie.
à Rome, vous avez fait les études aux États-Unis, un peu partout, à Londres également. Est-ce que pouvez-vous comparer la valeur d'un professeur là-bas et la valeur d'un professeur ici au Congo? Est-ce que c'est entre la nuit et le jour? Ben évidemment, je ne sais pas sur quel plan vous mettez pour comparer. Ce sont deux personnes, toutes deux avec la même dignité, commençons par là. Si vous pensez, nous avons avant parlé, disons, des capacités intellectuelles. Là, je dirais que ici et là, on trouve des personnes très capables. Seulement que là, ils ont beaucoup plus d'instruments, beaucoup plus de moyens de se mettre à niveau que nous n'avons pas ici. Si vous comparez du point de vue du revenu, disons, du salaire, évidemment, eux sont mieux. Ça, c'est clair. Donc, mais il faut le reconnaître, c'est beaucoup plus exigeant. Vraiment, c'est beaucoup plus exigeant faire les professeurs là qu'ici. C'est beaucoup plus exigeant. Les exigences sont très, 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 très dures. Ouais, c'est beaucoup plus exigeant. Exigeant, l'exigence, c'est un peu scientifique. Un professeur doit produire. Mais vous m'avez dit ici qu'il y a des professeurs congolais qui sont en train de produire. Oui, je vous l'ai dit. Et la différence à quel niveau? Parce que ici on produit, là-bas on produit. Par exemple, là, par an, chaque professeur doit produire autant d'articles. C'est clair. Donc, il y a un système de points. Donc, vous entrez la première année comme professeur, votre production, votre manière, disons, de suivre les formations, c'est ça qui va demain vous donner l'habileté. Donc, chaque fois que vous faites une formation, vous avez des points. Chaque fois que vous produisez, vous avez des points. Jusqu'à atteindre autant de points, vous passez des grades, ainsi de suite. Ce n'est pas, comme on le voit parfois, que quelqu'un est arrivé à tel grade et il s'est assis, il ne fait plus rien. Non, là, c'est vraiment exigeant. Et je répète qu'ici, il y a beaucoup de professeurs qui produisent aussi. Que vous ne lisez pas. Que nous ne lisons pas. Par exemple, vous-même. Là, c'est beaucoup plus systématique, cette exigence. Par exemple, vous-même, vous êtes avec nous ici. Votre dernière production, c'est en quelle année? En 2010? Non. Non. Le livre dont nous avons parlé il y a quelque temps, c'est en 2018. Vous vous rappelez? Donc vous êtes à la page. Sur l'autoroute. Vous êtes à la page. Le livre, j'ai mis les articles. Voilà. C'était quel livre? Sur l'autoroute de l'information numérique. Là où je traite la question du journalisme citoyen en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est le besoin des Congolais? Parlons de ces livres, parce que vous êtes professeur. Est-ce que c'était le besoin réel? Oui, tout à fait. C'est un besoin réel. Parce que nous avons dans ce livre jeté un regard critique sur cette pratique de plus en plus répandue du journalisme citoyen, c'est-à-dire le fait que tout le monde s'approprie un métier qui hier était l'apanage des spécialistes. Tout le monde se fait journaliste par les réseaux sociaux en publiant ce qu'il veut. Des journalistes engagés aujourd'hui. Oui, ils s'appellent comme ça engagés, mais l'expression comme telle, c'est le journalisme citoyen, c'est-à-dire ce journalisme-là que tout le monde peut faire, du début de la récolte de l'information à sa transmission en passant par le traitement sans censure. C'est un élan qui a voulu révolutionner le journalisme contre la censure, contre la manipulation. Parce que vous savez que dans le domaine de l'information, le pouvoir est dans les mains d'une minorité. Et que cette minorité-là, par une certaine habileté d'information, c'est manipuler le monde. C'était une sorte de rébellion contre cette manière de faire de l'information que est né ce qu'on appelait le journalisme citoyen. Au début, c'était vraiment quelque chose de positif, c'est-à-dire des professionnels s'étaient mis dans un réseau pour communiquer de manière vraie, instantanée et de manière objective. Mais c'est plutôt avec l'arrivée de Facebook en 2004, de YouTube en 2006, de Twitter en 2007, et c'est là que ça a pris l'ampleur, mais a pris un chemin négatif. C'est-à-dire, des professionnels, on est passé aux amateurs et où tout le monde
écrit et fait comme il veut. Alors au Congo, ces phénomènes, nous le voyons surtout avec la publication des vidéos. Vous êtes journaliste, vous avez fait 5 ans à l'université pour qu'aujourd'hui on vous appelle journaliste. Pensez-vous vraiment que c'est normal que quelqu'un qui se réveille un matin, prend un micro en main, on lui demande quel est votre métier, il dit je suis journaliste. Et ils disent au nom de la liberté d'expression, oui, vous ne pouvez pas quand même bloquer les gens. Cherchez un autre titre, cherchez un autre, je ne sais pas, mais ne vous appelez pas journaliste parce que vous ne l'êtes pas. Donc, et puis, je ne sais pas si vous avez le temps de suivre toutes ces vidéos-là, même si c'est en lingala, mesurez dans la teneur, vous voyez le contenu, la substance. C'est vraiment à regretter tout simplement la légèreté avec laquelle notre peuple va vers le numérique. Et puis, de plus en plus, on parle de la numérisation de l'enseignement, des structures de l'État. Là, je suis par exemple en train d'écrire un texte qui va bientôt sortir, où je m'interroge, non? J'affirme d'abord, numérisation du système éducatif, oui, mais, en fait, qu'est-ce qu'on entend? Comment on veut procéder? Mais surtout, pour quel but? Par où commencer? Vous voyez que c'est pas facile. Je voudrais que ce soit le sujet de notre prochain débat. Voilà, merci professeur. C'était juste une parenthèse parce que vous avez parlé de production. Vous avez compris que c'est un professeur qui est vraiment à la page. Il est en train d'écrire le récent livre, c'est en 2018. Nous sommes en 2020. Et comment ce livre a été acquis? Donc, il y a eu l'interactivité. Disons, ici, je n'en ai vraiment pas parlé, mais je vois en Occident et que le livre marche très bien. Je le vois dans beaucoup de bibliothèques, des très grandes bibliothèques. Et puis, l'Harmattan vous envoie la situation de vente. Chaque mois, il vous dit comment votre livre est vendu, qui a acheté. Je vois qu'il se comporte très bien sur le marché. Professeur, et nous chutons, nous allons déjà vers à la fin. Mais professeur, il y a une question. Si je ne vous pose pas, je risque d'avoir le problème avec les élites congolais. Aujourd'hui, nous voyons, vous, la crème, le professeur, vous êtes au service des politiciens. Je ne sais pas, c'est quoi? La vérité est comme ça, mais parce que vous êtes dans un parti politique, parce que vous appuyez l'opposition ou la majorité, un professeur est limité pour réfléchir étant que professeur. Je vous ai déjà dit, et je voudrais vraiment répéter ces 4 verbes-là. Être, savoir, savoir-faire, savoir-être avec. Si un professeur ça tient à ce schéma-là, dans sa manière de vivre, d'exercer son métier, il restera comme un repère, un point de référence. La science n'a pas de couleur politique. La science doit être au-dessus de toute tendance politique. Lorsque nous instrumentalisons la science, nous péchons contre la science. Voilà. Professeur, la toute dernière question. Quoi faire pour que le Congo puisse avoir encore sa plus belle robe de l'année de 1960, que les Sud-Africains, les Haïtiens venaient ici pour donner cours, enseigner ici et avoir de la matière, et que le Congo puisse être sur le plan régional, national et international, un grand Congo dans les secteurs de l'enseignement. Quels sont le remède? Et regardez la caméra, c'est votre mot de la fin. Évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question parce que je crois qu'il y a Je n'ai pas abordé cette émission en expert de l'éducation. Je ne suis pas expert des questions. Nous allons vous inviter aussi longtemps que vous êtes encore au Congo. Ok. Mais je crois que de toute façon, je dirais très simplement que chacun joue bien son rôle et de manière très sincère. Que chacun s'engage dans ce qu'il fait et qu'il le fasse avec l'amour. Je crois que la plus grande crise dans notre pays est d'abord anthropologique. Parce que les connaissances, nous en avons, les ressources, nous en avons,
mais c'est un problème d'hommes. Les jours où nous trouverons des hommes capables, où chacun, conscient de sa mission, va se mettre au travail pour le bien commun, ce pays pourra changer. Je crois que les règles de la coopération internationale sont telles que nous ne pouvons pas compter sur les autres pour notre développement. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons regarder vers nous-mêmes, nous assumer et partir. Et celui qui veut avoir vos publications, vos livres, doit vous contacter comment? Quels sont le lien? Évidemment, ce n'est même pas une question qu'on devrait poser. Il suffit d'aller sur Internet, sur un moteur de recherche Google. Écrivez Sissi Kayan, vous avez tout. Vous avez tout de moi. Voilà. Malgré vous avez affirmé ici que le Congo a un problème de capital humain, à la fin, parce que vous avez ici, tout le monde comprend son rôle, donc il peut apporter un plus pour je veux dire que les capacités, les potentialités, nous en avons. Le problème est plutôt moral, voilà le dernier. Voilà, merci. C'est un problème moral. Merci professeur Sissi Kayan, Robert, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que mon invité d'aujourd'hui est docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en communication institutionnelle, master en management et coopération internationale, diplômé spécial en journalisme, études en Rome, Londres et États-Unis d'Amérique, enseignant à l'UPenn en SIC, auteur de 3 livres et plusieurs publications. Voilà, je ne peux pas citer tout. Voilà, vous comprenez que c'est un grand dans ce secteur-là. Vous étiez très nombreux à nous suivre. C'est votre émission. Vous pouvez nous appeler demain. Ça serait votre tour. Au revoir.